Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Monsieur Gustave Tchibango. Je suis coordonnateur du réseau des jeunes agents de changement de l'Union africaine en RDC. Je remercie d'abord tous les intervenants pour les brillants exposés, mais j'ai quelques questions à pouvoir poser. La première question s'adresse au sénateur. Vous nous avez fait un peu l'historicité par rapport à la culture en réalité de Congolais sur l'agriculture. Mais j'avais cette question de savoir, il est difficile de créer une génération. S'il faut commencer à former aujourd'hui les jeunes sur l'agriculture, je crois que ça va nous prendre autant d'années. Est-ce, pour vous, vous pensez réellement qu'il est possible, à l'heure actuelle, de pouvoir créer une génération qui n'aura plus la culture des colons, comme vous avez évoqué? Une deuxième question, c'est sur les financements. Parce que nous avons entendu dans vos exposés, vous avez insisté également sur les financements parce que l'agriculture demande également de moyens. Maintenant, dans ma tête, j'étais en train de me dire déjà sur la création des banques nationales. À côté, nous avons une libéralisation financière. Ça veut dire nous sommes dans un système de libéralité. Est-ce, vous pensez, que la solution, c'est une question qui s'adresse pratiquement à vous tous, qu'il est possible à l'heure actuelle de pouvoir créer les banques nationales pour venir en aide à ces secteurs agricoles? La troisième question, avant de la poser, je vais donner une statistique que j'étais en train de visualiser avant de venir ici. C'est que j'ai constaté sur la structure d'importation de la RDC, 45% d'importation sont les matériels et équipements. Mais chose étonnante, c'est que 0,6% seulement d'équipements sont les équipements réservés au secteur agricole. Donc, c'est vraiment déplorable et cela vient affirmer pratiquement ce que vous avez dit ici sur l'absence de la priorisation de l'agriculture dans notre pays. Maintenant, ma question, c'est de savoir à madame, est-ce, vous pouvez nous dire de manière concrète, comment pensez-vous que nous puissions renverser la pyramide selon laquelle les Congolais n'ont pas la culture agricole? Et la quatrième et la dernière question, c'est celle d'avoir un avis. Je pense qu'on n'en prendra que 3 fautes de temps. L'avis de vous tous sur l'agenda de transformation agricole qui est en train d'être parlé. Je ne sais pas, peut-être certains parmi nous ici n'en connaissent pas. Je veux avoir l'avis de vous tous si réellement, par rapport à tout ce que nous sommes en train d'attendre ici, si l'agenda de transformation agricole de la RDC pouvait réussir. Merci. Merci. La troisième question, monsieur. Merci beaucoup. Je remercie tous les panélistes. Et les interventions ont été très pertinentes. Mais j'ai 3 questions. La première, quand je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, monsieur le sénateur, j'ai visité des plantations de cacao. On m'a laissé entendre que... Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Blaise. Je suis expert en développement social. Monsieur le sénateur, on m'a laissé entendre que le cacao qui se produit aujourd'hui à grande échelle en Côte d'Ivoire est d'origine congolaise. Je me suis aussi retrouvé par hasard au Brésil. On me dit que le palmier à huile qui est là provient de l'INERA en Gambie. Pendant ce temps, je vois que le Congo importe maintenant l'huile de palme. Et le chocolat est à 100% importé pour les Congolais.
En même temps, l'INERA en Gambie existe, mais à un très mauvais état. Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs les sénateurs? Je voulais dire, la colonisation, elle était mauvaise. Et ça, c'est la deuxième question que je vais poser à l'IITA. C'était une très mauvaise chose. Mais pendant la colonisation, la RDC était le premier producteur mondial du maïs. Premier producteur mondial du riz. En tout cas, on n'importait pas du riz, du maïs chez nous. Après la colonisation, après avoir formé beaucoup d'ingénieurs en agronomie qui sont sortis de nos universités, dont la plus célèbre est l'Institut facultaire agronomique de Yangambi, le Congo importe tout ce qu'il exportait en termes d'alimentation. Même les riz que nous produisions, nous l'importons aujourd'hui. Monsieur Blaise, la question est donc de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur l'IITA? Merci beaucoup, monsieur Blaise. Mais la troisième question, elle est à madame. Tout ce qui est en train d'être fait dans le cadre du PABA est une très bonne initiative. Mais la production agricole chez nous reposait essentiellement sur les petits producteurs, sur les paysans. Je ne connais pas les pourcentages des populations, mais je sais que plus de 60% de la population congolaise habite ou habitait la campagne. Et c'est cette population-là qui produisait ce que nous consommions. Et la même question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, nos petits producteurs agricoles, nos populations paysannes ne produisent plus? Je vous remercie. Merci. Nous avons une question sur le digital. Stéphane? Oui, nous avons deux internautes qui posent des questions. Le premier, c'est Alain Tsafou. Il dit « Comment faire face aux dirigeants, je le lis textuellement, qui nous demandent 60% de nos projets parce que nous, les jeunes, nous avons des projets, mais les agents de l'État nous découragent. » Et deuxième question ou observation de Ézéchiel en ligne, il dit « Les hommes et femmes d'affaires congolais, beaucoup parmi eux sont médiocres dans la présentation de leurs produits et services. » Donc, ce sont à la fois la question et la remarque qui a été faite par un des internautes. Merci. Chers panélistes, vous avez tout noté? C'est parti pour les réponses. On commence par Monsieur Didier. Alors, Monsieur Guettan, moi j'ai écrit ce livre en une personne indignée et même révoltée. Je ne peux pas comprendre que dans le lac Tanganyika, le poisson soit visible. Et les systèmes de pêche dans les abords du lac Tanganyika, c'est un pagne. Par absence de structures frigorifiques, le marché est juste à proximité. Les soirs, on replonge le poisson dans l'eau avec l'espérance de retrouver peut-être le même poisson le lendemain. Je suis allé à 150 km de Kisangani. J'ai vu une forêt de feuilles de manioc. Les peuples environnants disent qu'ils ne mangent pas les feuilles de manioc. Je suis allé vers Bumba. J'ai vu des champs rizicoles sauvages. Sauvages parce qu'il n'y a pas de voie d'accès pour les acheminer vers le marché. Je peux multiplier ces exemples. Mais j'ai aussi noté qu'il y a ces 47 projets infertiles. Et que dis-je 47, 48, parce qu'il y en a un qui est sorti il y a un mois. On a mis en place un conseil agricole, quelque chose dans le genre. Donc nous sommes à 48. Et tout ce que les amis, les collègues ont dit ici nécessite qu'on décrète un état d'urgence agricole.
Parce que nous sommes 27 millions de Congolais qui vivent en état d'insécurité alimentaire aiguë. C'est inacceptable. Nos villages, c'est des peuples. Il n'y a plus de vie dans nos villages. Pour régler le problème du cadastre agricole, pour régler le problème du foncier agricole, pour régler le problème de banques d'investissement agricole, pour régler tous ces problèmes-là, il faut un état d'urgence pour provoquer l'électrochoc du retour au travail de la terre. Et cet état d'urgence, c'est dans mon livre, Militariser l'agriculture. Parce qu'il faut réparer un tort qu'on se commet à nous-mêmes tous les ans. Et tous les ans, ça s'amplifie. C'est les dégoûts du travail de la terre. Il faut exorciser ces dégoûts. Ça ne se fera pas par des projets isolés. Il faut une commotion volontariste dans le pays. Que les gens comprennent que le pays a changé radicalement de cap. Et que nous avons, dans nos forts intérieurs, refusé la misère alimentaire dans un des pays les plus puissamment agricoles du monde. Nous avons la taille du Brésil en termes de potentialité agricole. Mais le Brésil est 2e ou 3e puissance agricole du monde. Voilà pourquoi j'en suis arrivé à proposer cette militarisation. Parce que la faim aujourd'hui est la principale menace contre notre existence. Et quand vous faites face à une menace, mais vous ajustez une armée pour faire face à cette menace. Parce qu'il faut de la vitesse dans le travail à accomplir. Il faut de la vitesse dans la construction des ponts, des routes, des dessertes agricoles, des marchés et même des clusters de transformation et des conditionnements de produits agricoles. Non seulement il faut de la vitesse, mais il faut de la discipline professionnelle que nous avons perdue. Mais pour ça, on ne va pas mettre la société à l'école. La seule façon de mettre une communauté à l'école, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, c'est mettre des volontaires de la nation sous les drapeaux pour qu'ils travaillent dans la discipline, à la hussarde, par sommation de production, pour rattraper rapidement les retards que nous avons inutilement accumulés. Monsieur Didier, je pense qu'il serait mieux de demander à l'Assemblée de se procurer du livre pour découvrir tout le contenu. Ça nous pousserait à la lecture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, on va prendre les prochaines questions. D'accord ? Monsieur, je pense qu'il y a une question qui avait été posée à Madame Alice. Après, il faut noter qu'à la fin, les intervenants seront disponibles. Vous pouvez toujours les aborder pour poser toutes sortes de questions. Parce que là, on a vraiment une contrainte de temps. Madame Alice, 30 secondes, s'il vous plaît, sénateur. Oui, Monsieur Blaise. Effectivement, le cacao ivoirien est parti de Yangambie en 62. À l'époque, nous étions la première expérience du cacao en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de production de cacao dans notre pays. Mais ce cacao-là qui est parti en 62 en Côte d'Ivoire représente aujourd'hui 10% du PIB ivoirien. Et quelques 11 à 15% de la population de la Côte d'Ivoire travaille dans des métiers directs et indirects liés à la culture du cacao. L'huile de palme, pareil. On s'inquiète de possessions immobilières étrangères. Mais regardez la trajectoire de Unilever, Marsavco. Cette compagnie qui était le poumon de l'activité agricole dans notre pays pendant la colonisation a été rachetée par les Indonésiens ou les Indo-Pakistanais. Ben, c'est pareil. Ils ont racheté une compagnie qui représentait des milliers d'hectares de champs agricoles. Mais pour mettre toutes ces terres en jachère et commencer à importer l'huile de l'Indonésie pour nous vendre de beurre et d'autres produits dérivés de l'huile de palme. Merci, sénateur. Pourquoi ces immenses terres sont-elles en jachère? Nous serons étonnés demain de ne pas être en mesure
de nous approprier nos terres pour lancer l'activité agricole, parce que nous serons face à des milliers de titres de possession, non pas immobilières, mais territoriales. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Alice. Merci beaucoup. J'ai noté 3 questions. Comment on va faire pour combattre ce stéréotype-là autour du secteur agricole? Deuxième préoccupation, c'est par rapport à... Monsieur Blaise veut savoir pourquoi une fois ça a marché et puis ça n'a plus marché. Et puis l'autre, c'est venu par le numérique. La déception qu'ils ont des structures de l'État qui, même pour la plupart, récupèrent vos projets au lieu de vous promouvoir. On va essayer d'y répondre en 1 minute pour oui, toutes les 3 questions. Voilà. Moi, je continue à vous présenter le CPJAB, notre kibbutz, comme la solution. Parce que les premiers jeunes qui vont sortir de CPJAB, que nous comptons avoir en début de l'année prochaine, parce que cette année, le chef de l'État va inaugurer ces 2 grands centres, ils vont être considérés comme des champions. Et nous allons faire en sorte qu'ils réussissent. Parce qu'entre-temps, le Fonds national de promotion et de services sociaux, que le gouvernement a positionné pour jouer aussi le rôle de banque sociale, va tout d'abord être le premier à leur donner le pouvoir économique pour faire face à ce besoin d'argent. Nous n'irons pas demander ailleurs. Nous allons avoir cet argent ici. Et nous sommes derrière ces réserves que la banque centrale nous dit chaque jour, pour qu'on nous donne le premier fonds de garantie, pour travailler maintenant avec les banques commerciales, pour avoir la possibilité de couvrir le gap et le risque qu'ils ont pour que nos jeunes, les parents qui sont avec les enfants dans les mines, puissent s'occuper de leurs enfants à travers ces centres-là. Deuxième élément important là-bas, dans le CPJAB, c'est qu'avec la Banque africaine de développement, le gouvernement a accepté de faire de l'agro-business sa priorité par rapport à l'agriculture. Or, l'agro-business, ce n'est pas la roue. L'agro-business, on quitte l'aspect même scientifique. Nous allons directement dans la transformation. Et la troisième chose que je peux dire pour garantir, c'est que je me sens fière aujourd'hui de diriger cette entreprise, le Fonds national de promotion et de services sociaux, qui est l'ancien fonds du bien-être indigène à l'époque, qui a fait de l'agriculture le secteur pour sortir les gens de la vulnérabilité. Et à l'époque, il y avait des structures comme les coopératives, les paysanats, qui ont permis que l'intérêt de vivre soit dans nos villages. C'est pourquoi vous allez voir dans des villages, il y a des aspects de transformation qui sont restés aujourd'hui comme des machines abandonnées. Mais nous allons revaloriser tout ça. Nous revenons sur cette stratégie-là, de promouvoir les coopératives de production de biens et services. Et nous allons les organiser par filière agricole. Et ces filières, nous les avons déjà identifiées dans chaque province. On a priorisé au moins 5 filières. Et dans chaque maillon de filière, il y aura des coopératives. Et les jeunes et les femmes, toute personne qui a la capacité de faire quelque chose, si tu veux être agriculteur, si tu veux être celui qui fait l'empaquetage, si tu veux être celui qui amène l'emballage, c'est à vous de choisir le maillon qui vous intéresse dans la filière. Et ce marché des négoces que nous allons mettre en place, c'est pour qu'il y ait le moyen d'évacuation de notre consommation. Et nous allons rentrer dans les familles pour dire aux familles, consommons d'abord ce que nous produisons dans notre pays. N'allons pas à la frontière pour chercher. Allons dans notre champ et ça doit commencer par nos parcelles, là où nous vivons, avec des petits foyers agricoles. Ce sont là les stratégies, peut-être j'aurai encore l'occasion de vous le dire, mais c'est des stratégies tellement intéressantes que quand notre kibbutz va commencer, je vous assure, nous serons unanimes de laisser le secteur minier aux industriels. Et nous allons transformer la terre. Parce que c'est sur le sous-sol d'abord que nous avons tout ce qu'il faut. Et j'ai toujours dit ceci. La mayonnaise que nous consommons, le fromage que moi je prends, ne vient pas du sous-sol. Merci et la beaucoup, faim Madame là que Alice. nous avons chaque jour, c'est le seul marché sûr pour évacuer nos produits. Parce qu'avec la faim, j'en ai le matin, j'en ai à midi et le soir. Je et vois donc, que les Monsieur produits Nico agricoles ne peuvent jamais manquer où qui peut les acheter et où aller les consommer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois, Monsieur Nico, on va peut-être revenir d'abord à Monsieur Zoumana, s'il a quelque chose à ajouter, bien sûr. Aux questions dans la salle. Oui. Moi, je voudrais juste ajouter qu'il est possible d'inciter les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Parce que c'est une activité économique. Il faut créer les conditions. Il faut les former. Parce qu'il y a des métiers dans le secteur agricole. Ce n'est pas seulement la production. On a parlé de transformation, on a parlé de mise en marché, de transport, de
c'est pas de... Il y a aussi le numérique qu'on utilise dans l'agriculture. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc les jeunes peuvent entrer dans l'agriculture. Mais seulement il faut le mettre en place. Il faut mettre le mécanisme en place. Et dans le pays aujourd'hui, il y a le projet PEJAB qui est en train d'essayer. Et quand nous avons lancé les candidatures dans les 3 provinces où nous allons travailler, le nombre de 50 places par province, mais pour chaque province, il y avait plus de 5000 candidats. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Quand il s'agit de faire en sorte que ça soit économique, ils voient l'intérêt, ils peuvent avoir de l'argent dedans, ils vont y aller. Merci, alors, c'est ça que je voulais ajouter par rapport à... Je ne sais pas si vous avez posé la question sur l'insertion des jeunes. Oui. Monsieur Nico. Mon intervention allait dans le même sens. Monsieur demandait si on doit refaire une génération. Je pense que non. Les autres ne l'ont pas fait. On n'a pas envoyé les gens à l'école pendant 25 ans et attendre. On les a mis au travail en les formant. La Chine, par exemple, on formait les gens le matin. Les soirs, ils étaient vice-versa. Il y avait des shifts. Les gens allaient au champ et ils allaient à l'école en même temps pour apprendre des techniques. Mais ce n'est pas pour avoir des MBA, des masters en agro, non. C'est pour savoir comment on fait, comment les cycles, tout ça, les éléments de base que nos mamans connaissent, que nos villageois connaissent. Ils connaissent même mieux que certains qui sont dans les bureaux. OK? Mais il faut simplement les encadrer. Alors ça, c'est au niveau de l'horizon. Maintenant, je voulais revenir aussi sur le financement. Je dois quand même tirer... une ligne pour dire, bon, à un moment donné, on tire sur les gouvernants qui n'ont pas disponibilisé les capitaux, qui n'ont pas fait ci, mais il y a aussi un problème de conscience en tant que nation. Il y a eu des projets qui ont été financés dans ce pays. Des gens ont eu l'argent pour faire de l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont construit des flat hotels. Et ça, ce n'est pas un problème du gouvernement. Bien sûr, il y a l'encadrement, le suivi qui n'a pas été au rendez-vous, mais des gens... Pourquoi on a financé ces projets-là? C'est pour donner la possibilité d'avoir un capital qui va fructifier, c'est la première mission, mais aussi créer l'effet d'entraînement sur d'autres domaines, d'autres secteurs. Mais quand vous immobilisez déjà les capitaux dans les bâtiments, le flat hotel et consorts, vous avez coupé toute la suite logique de ces projets-là. Ça, c'est une chose. De deux, on va regarder aussi au niveau des jeunes. Il n'y a pas que... creuser et planter. Il y a aussi toute la partie négoce derrière. Nos jeunes aujourd'hui, nos smartphones, moi je dis, les gens qui sont dans les centres-villes ici, au lieu de demander les 1000 francs au Mopao et tout ceci, mais allez par exemple dans les zones rurales, créez votre centre d'information avec les téléphones cellulaires pour savoir qu'il y a du manioc dans tel village, il y a de l'arachide là-bas, et puis pour essayer de coordonner. C'est un métier ça. Et cette information-là, nous sommes ici en train de nous plaindre, mais il y a eu des projets qui ont été dans ce sens-là. Bon, je parlais des tracteurs qu'on a donnés aux gens qui n'ont pas été utilisés à bon escient, mais aujourd'hui, on continue à faire la même chose. On continue à avoir des projets où on a investi des millions et des millions, mais sans effet d'entraînement parce que c'est fait en silo. Alors qu'ici, il faut intégrer toutes les différentes filières, mais ce qui n'est pas encore fait. Comment vous allez mettre une industrie? Madame, je ne sais pas votre projet s'est situé à quel niveau. Je ne sais pas quelle zone c'est, mais est-ce qu'il y a de l'énergie dans le coin? Je ne sais pas. Est-ce que des centres de formation, tout ça, bon, je pense que c'est très bien de faire des histoires en silo, mais c'est toute une révolution, comme le disait le sénateur. Et cette révolution-là, elle n'est pas simplement au niveau du gouvernement, elle est aussi au niveau de notre considération. Quand nous allons au marché aujourd'hui, combien de gens vont acheter? On a eu le projet Mabélé aujourd'hui. Ça devait être quelque chose qui devait révolutionner les habitudes. On devait même aller là-bas plus que d'aller acheter les corned-beef ou bien les légumes. Vous savez, on achète des épinards en boîte dans les supermarchés ici à Kinshasa. C'est une honte. Et on ne soutient pas nos producteurs. Aujourd'hui, les mamans, je termine par là, nos mamans, quand vous allez au marché, vous êtes en même ou enclin à discuter le prix des légumes de la maman maraîchère que de discuter les boîtes de sardines dans un supermarché. Ça doit s'arrêter. Moi, j'achète de fruits, on me dit c'est 1000 francs, je donne peut-être 5000 francs et je ne demande pas la monnaie. C'est une façon d'aider cette maman-là avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de politesse. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On discute encore les prix des légumes. On n'encourage pas ces mamans-là. Mais quand on va dans le supermarché, on achète bien du champagne sans discuter le prix. Merci. Merci beaucoup. On termine avec Monsieur Roger. Oui. Merci, madame. Je voudrais compléter quelques éléments en ce qui concerne... Est-ce que c'est possible en 1 minute?
Oui, en 1 minute, mais ça prendrait quand même 2-3. 1 minute 30. Vous m'en donnerez un peu plus, oui. 1 minute Oui, 30, oui. merci. En ce qui concerne le financement de l'agriculture, il y a un intervenant qui a dit que non, mais c'est quand même, nous sommes dans un contexte d'économie libérale, économie des marchés, tout ça, et comment l'État doit encore créer des banques pour l'agriculture. Donc, je crois que l'État peut mobiliser même des partenaires privés pour qu'ils investissent dans un secteur donné. Par exemple, le secteur de financement agricole. Et j'ai un exemple très concret ici d'un projet qui a 6 millions d'unités de compte avec la Banque africaine de développement, c'est pratiquement 7 millions et quelque chose de dollars, qui devait mettre en place un fonds de garantie. Mais ça ne fonctionne pas. Jusqu'aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, le projet est plombé. Il est dans les rouges à cause, n'est-ce pas, du cadre institutionnel qui n'est pas clair et qui ne permet pas même de mettre en place un fonds de garantie pour financer le secteur privé. Je vais à la seconde question. On a parlé du cacao, on a parlé du palmier à huile. Effectivement, c'est vrai, mais c'est vrai, vous n'avez pas tout dit. J'ai eu le malheur et le bonheur d'arriver en Indonésie, à l'Institut indonésien du palmier à huile. Là, on fait la recherche sur le palmier à huile. Et on a travaillé avec eux pour voir un peu d'où venait le matériel. Ils ont fait la généalogie du matériel. Ils sont à la 5e, 6e génération de l'amélioration du Ténéra, qui est un hybride entre les Doura et les Piscifera que nous avons ici. Il est venu de Yangambi. Et ils nous ont montré que ça vient, le matériel parental vient de Yangambi au Congo. Malheureusement, moi, je venais du pays de Yangambi. Et quand ils me regardaient, ils croyaient que non, je sautais de la cuisse de Jupiter. Mais arrive à Yangambi, voit ce qu'il y a à Yangambi aujourd'hui. Non, nous devons mettre du sérieux. Nous devons mettre du sérieux pour vraiment jouer notre rôle. Merci, monsieur Roger. J'ai encore des petits points. C'est vrai que nous devons nourrir nos 27 millions de personnes ici qui sont un problème d'insécurité alimentaire, mais nous avons aussi une vocation africaine, hein, avec tout ce que nous avons comme dotation factorielle. Et si on ne répond pas à cette vocation africaine, ne soyez pas étonnés que les Mbororo entrent, qui prennent nos pâturages. Nous devons nous réveiller pour ça. Et la dernière préoccupation, c'était autour de l'agenda de transformation de l'agriculture qui avait été posé. J'aurais bien voulu que mon collègue Bamba réponde à cette question-là. Il va y revenir. Mais j'ai dit, le succès de l'agenda dépend d'un facteur fondamental. Comme l'a dit le sénateur, il a parlé peut-être en termes qu'on n'a pas analysé en profondeur, la militarisation de l'agriculture. Ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à porter des bottes, n'est-ce pas, et des casquettes. Non. Ça veut dire que nous devons mener le développement agricole dans une logique militaire. La logique militaire, quand on a dit on va à droite, tout le monde va à droite. La logique militaire, quand on dit on avance, les points de ralliement, c'est à autant de kilomètres, tout le monde converge vers ce point-là. C'est-à-dire, nous devons consacrer toutes nos énergies, tous nos efforts et toutes nos politiques vers la réussite des programmes de développement agricole. Et c'est ça comment je dirais, c'est ça les grands challenges pour la réussite du programme de transformation agricole ou bien de l'agenda de transformation de l'agriculture. Ce n'est pas un slogan. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Donc, excusez-moi, j'ai oublié de parler de l'agenda de transformation agricole. C'est un agenda ça fonctionne. Il y a des défis. On en a parlé ici. Quand on est en train de mettre en place cet agenda, nous rencontrons les mêmes défis. Mais seulement, l'agenda est mis en place de façon différente. Nous avons, par exemple, pour une activité qui est de réhabiliter les programmes volontaristes à Mongata. Je vous invite à aller visiter. Si vous avez eu l'occasion de voir Mongata, je vous invite à aller voir. Nous travaillons sur le secteur sémencier. 3 secteurs, le manioc, le maïs et le soja. Pourquoi? On va associer le maïs et le soja pour développer la pisciculture et aussi l'alimentation animale et le soja pour combattre la malnutrition.
Nous travaillons beaucoup avec les institutions nationales, l'INERA et SENASEM, dans leurs fonctions régaliennes. Ce n'est pas quelque chose qui est isolé des institutions nationales. Avec le ministère de l'Agriculture, c'est un programme du ministère de l'Agriculture. Et il y a aussi un programme de jeunes qui est intégré dedans pour faire en sorte que les jeunes puissent s'intéresser à l'agriculture. Et on va créer une fonction des jeunes qui vont s'agir aussi de communiquer les technologies, de promouvoir la mécanisation, etc. Et la semaine prochaine, il y aura une publication sur les résultats de 1 an de l'agenda qui sera disponible dans la presse. Et vous pourrez juger et vous pouvez aussi poser des questions si vous en avez. Juste parce qu'il y a une question qu'il a posée par rapport au fait que la RDC importe maintenant du maïs. Et je disais que c'est une activité scientifique. Par exemple, à RDC, seulement 10% des producteurs ont accès aux semences améliorées. Mais une semence, il faut renouveler par la recherche. Mais le producteur aussi doit changer. Il ne peut pas planter le maïs, ce n'est plus la semence. Si vous prenez c'est la graine que vous allez planter si vous n'achetez pas les semences. Donc la productivité va baisser. Si vous liez à cela l'accroissement de la population, l'érosion, la dégradation des terres et la non-utilisation de la fertilisation, vous pouvez comprendre que la productivité va diminuer et vous ne pourront plus répondre aux besoins du pays. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci à nos brillants intervenants. J'aimerais qu'on applaudisse très fort. Mais vraiment, ils méritent des ovations. Ils ont été constructifs et très brillants. Je vous en prie, pendant qu'ils regagnent leur place, je vais, avec tous mes respects, vous saluer. On fait rapidement une photo de famille. Pour moi, c'était un grand plaisir de pouvoir animer ce panel. Pour la suite du programme, je vais appeler Monsieur Dan Nzeng. Ah, il est juste derrière moi. Alors, c'est lui qui va clôturer avec vous. Monsieur Al va gérer ça. Oui, il va vous donner la parole. Ok, merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, madame. Merci aussi aux intervenants. Je m'en vais inviter rapidement Monsieur Stéphane qui va nous parler de la culture alimentation. Non alimentaire, avant de prendre M. Al-Kitenge. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous venons d'assister à un très riche échange qu'il y a eu avec les différents panélistes qui ont abordé à la fois les aspects historiques, anthropologiques, sociologiques, mais également politique qu'il y a autour de la question de l'agriculture. Et pendant 5 à 7 minutes, j'ai la responsabilité de vous entretenir sur un des aspects de l'agriculture qui a été abordé de prime abord par l'honorable Momengi, qui est l'agriculture non alimentaire. Si on peut me mettre en mode plein écran, s'il vous plaît. En commençant son mot, il a parlé du fait que avec la découverte des pneumatiques et toute la demande en EVA qu'il y avait tout autour, il y a eu un accent qui a été mis sur l'agriculture non vivrière, l'agriculture non alimentaire, afin de pouvoir répondre aux besoins qu'il y avait pour cette matière industrielle. Et donc, aujourd'hui, pendant ces quelques minutes, je voudrais juste vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on entend par agriculture non alimentaire et vous donner quelques chiffres qui pourront nous porter à réflexion afin de voir comment la RDC, dans son effort de
d'aller vers sa souveraineté alimentaire, peut également saisir ces différents marchés de niche qui, pour certains pays, constituent des sources importantes de revenus. Donc l'agriculture non alimentaire est la culture des plantes destinées à d'autres utilisations que l'alimentation humaine ou animale. Parmi ces applications, il y a la bioénergie avec la culture de certaines algues, les bâtiments et la construction, notamment avec des matières comme le béton à base de chanvre, les fibres textiles, coton, lin et d'autres matières. Des plantes également pour la pharmacie traditionnelle et moderne. Des plantes qui permettent de pouvoir fabriquer des plastiques et des emballages, ainsi que des huiles essentielles, ainsi que certains types d'encre. Prochain slide. Avec vous, je vais parcourir quelques exemples pour vous montrer comment certaines de ces matières de l'agriculture non alimentaire représentent des sources importantes de revenus pour certaines nations dans le monde et là où c'est applicable pour des nations africaines. Pour les fleurs et les boutons de fleurs, vous avez ici devant vous les top 5 des exportations en 2021, avec les Pays-Bas avec près de 5,7 milliards de dollars. C'est la plaque tournante du commerce des fleurs. Et il y a toute une industrie. La bourse principale de négoce des fleurs se trouve aux Pays-Bas. En deuxième position, il y a la Colombie avec 1,7 milliard de dollars. L'Équateur. En quatrième position et en cinquième position, il y a deux acteurs africains qui se sont également positionnés sur ce créneau. Il y a le Kenya avec 725,5 millions de dollars de valeur d'exportation pour l'année 2021 et l'Éthiopie avec 254,5 millions de dollars.